je vais commencer par introduire cette soirée et la personne qui interviendra après moi sera Barbara Lefebvre, puis René Frégosi. Et après, nous aurons la table ronde. Alors, je dois excuser deux personnes, une personne en tout cas certainement, Georges Bensoussan, qui a un manuscrit à terminer, une révision de manuscrit à terminer pour demain matin, 900 pages. Donc, il s'en excuse. Et nous aurons peut-être Alexandre Delval, s'il attrape le bon train, mais il arrive de Belgique. Donc, je ne sais pas si ça sera possible. Nous attendons un intervenant qui est confirmé, voilà. Mais nous allons commencer quand même, même s'il n'est pas encore là. Barbara. Alors, j'ai repris un texte, parce que c'est quand même quand nous avons annoncé que nous faisions une intervention le 15 octobre, on ne pensait pas qu'on allait se trouver dans une semaine aussi remarquable, avec des événements comme il y en a eu lundi. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable. En fait, on peut dire que c'est pas la fin de la guerre, mais c'est une défaite du Hamas. Et avec eux, la guerre n'est jamais terminée. Mais c'est quand même un événement extraordinaire qu'on n'attendait plus. Et on se trouve dans un contexte très particulier ce soir. Et il y a aussi beaucoup d'autres événements un peu partout, ce qui explique... Alors j'ai l'impression qu'on m'entend de manière irrégulière. C'est bon comme ça? Non, j'ai envoyé Barbara se fermer. Ce qui explique effectivement qu'il y a plus de monde qui avait été annoncé, mais voilà. Donc, j'ai repris un texte comme introduction, j'ai repris un texte de Georges Bensoussan, que je vais vous lire, mais je l'ai aussi adapté à ma manière, donc vous ne reconnaîtrez pas son style, bien sûr. Mais voilà. Donc, depuis des siècles, dans les pays appliquant la charia, les juifs et les chrétiens sont des dhimmis, des gens qui n'ont pas choisi la bonne religion. Ce sont des êtres de seconde zone qu'on peut mépriser, insignifiants, et que les musulmans doivent soumettre et discriminer. Georges Bensoussan, dans sa remarquable interview, je crois hier matin ou avant-hier matin, disait que le sionisme est héritier des Lumières. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce que c'est un signe de liberté et c'est quelque chose qui est nié évidemment actuellement, mais que nous devons rappeler. Mais pour les islamistes, le sionisme c'était l'ennemi et en plus de la dimitude où ils considéraient les juifs et les chrétiens comme des êtres inférieurs, ils ont trouvé un allié contre le sionisme en la personne, enfin avec les nazis, et ils ont fait un grand bout de chemin qui n'est d'ailleurs pas terminé avec les nazis. Donc les islamistes radicaux ont combiné les deux formes d'antisémitisme, l'antisémitisme de la dimitude où les juifs sont méprisables et l'antisémitisme des nazis où les juifs sont dangereux et inquiétants. Les deux formes sont combinées et d'ailleurs dans la charte du Hamas, vous trouvez les deux formes sans aucun problème. Vous apprenez par exemple que les juifs et les chrétiens ont le droit de vivre en Palestine, mais à l'ombre de l'islam. Et si ce n'est pas à l'ombre d'islam, gare à eux. Ça, c'est la dimitude. Mais vous trouvez aussi des versets qui vous disent qu'il faut tuer les juifs, tous les juifs, même ceux qui se cachent derrière un rocher. Et ça, c'est évidemment le nazisme, tuer tous les juifs partout. Alors, le sens de notre colloque en 2025, c'est pas seulement, ça ne concerne pas que l'antisémitisme et ça ne concerne pas que le 7 octobre. En fait, depuis le 7 octobre, en 2 ans, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris notamment l'idéologie du Hamas, qui est en fait celle que je viens de vous dire, à la fois méprisable le mépris vis-à-vis des Juifs et l'extermination. Les deux combinés, ça forme leur idéologie. Ce que je veux dire, c'est que, et ce qui nous importe, c'est qu'il n'y a pas que les Juifs qui souffrent de ce genre qui souffrent de l'islamisme radical. Il y a d'autres peuples, un peu partout dans le monde, et notamment des chrétiens, mais pas que, vous allez le voir ce soir, qui souffrent de l'islamisme radical. Et moi, en tant qu'initiateur de Dhimmi Watch, j'aurais envie de dire que toutes les victimes doivent s'unir, mais c'est quand même un peu ça.
Et nous avons un dialogue avec Raymond Ibrahim, qui est un copte américain, et vous trouvez de temps en temps de ses articles traduits sur notre site. Et je lui dis, mais pourquoi ne parler que des chrétiens? Parce que c'est bien de montrer qu'en fait, la problématique est la même. Il y a la même haine, avec les bémols que je citais tout à l'heure, mais ça revient au même. Il y a des massacres de chrétiens partout dans le monde. Et cette semaine, Raymond Ibrahim a envoyé un article où il montre que l'assassin de Manchester, de la synagogue de Manchester, ne faisait qu'appliquer les consignes de l'État islamique. Et alors l'État islamique, ils sont très, très méticuleux, ils écrivent tout. Il y a des bulletins en arabe qui expliquent même comment il faut couper la tête, enfin tout est détaillé. Et donc ils avaient donné des instructions pour qu'on tue les chrétiens en Afrique et les juifs et les chrétiens en Europe. Et l'attentat de Manchester était le premier de ce genre. Donc cette semaine, qui est la semaine où le Hamas a perdu une bataille, mais malheureusement ces gens-là ne prennent pas la guerre, mais nous voulons donner la parole à d'autres, à des gens d'autres minorités, même d'autres majorités, en ce qui concerne les chrétiens, et pour montrer que nous pouvons avoir des objectifs communs. Avant de donner la parole à Barbara Lefebvre, si tu peux venir déjà pour le micro. Déjà là? Ok, c'est bien. D'accord. Donc, je voudrais remercier le maire de Paris, M. Jérémy Redler, et Mme Isabelle Sarda, collaboratrice auprès du maire, conseillère de Paris et de la région Île-de-France, qui nous accueille dans cette très belle salle. Et je remercie aussi toute l'équipe de Dimi Watch, qui, on va durer 1h30, 2 heures ce soir, mais ça a représenté des heures et des journées entières de travail pour réaliser, et je les remercie. Barbara. Donc, Barbara Lefebvre, que vous connaissez, je pense, par les émissions, toujours Les Grandes Gueules, je crois. Voilà. Donc, tu vas parler à l'ère, ton intervention s'intitule « À l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, est-il possible de lutter contre la désinformation de masse de l'opinion publique? Les médias traditionnels jouent-ils un rôle dans ce combat ?» Et donc, Barbara, que vous connaissez certainement depuis les territoires perdus de la République, dont elle a été une des principales auteurs et instigatrices, et que vous voyez sur les grandes gueules de RMC notamment. Barbara, je te donne la parole. Voilà. Je vais descendre. Voilà. J'aurais dû descendre. Donc, je précise quand même que mon métier, mon vrai métier, c'est d'être enseignante. C'est parce que je suis professeure d'histoire-géographie dans le secondaire que j'ai été amenée à participer au projet avec Georges Bensoussan, qui cherchait des enseignants qui voulaient témoigner de ce qu'ils vivaient dans les établissements scolaires dans les années 2000. Les territoires perdus de la République sont sortis en 2002. Donc, on témoignait de ce qu'on vivait à la fin des années 90. Donc, ça, c'est toujours important de le savoir parce que beaucoup de gens qui parlent des territoires perdus de la République, bon, déjà, premièrement, ne les ont pas lus, mais ont tendance à oublier aussi le contexte, c'est-à-dire que ce que nous relations, c'est-à-dire la montée du sexisme, de l'antisémitisme et de toutes les formes de racisme et notamment aussi d'homophobie, c'est des choses qui, en réalité, donc préexistaient au milieu des années 90. Donc, ça permet aussi d'avoir un regard un petit peu à distance. Maintenant, il est vrai que ce qu'on vient de vivre et ce qu'on n'a pas encore fini de vivre, parce que je pense qu'on est encore dedans, depuis le 7 octobre, en termes de vagues, de tsunamis, de manipulation, de désinformation, on va pas dire que ça nous a énormément surpris, mais c'est très intéressant de réfléchir à la nature de cette vague-là, et en particulier de ces vecteurs, et de la lucidité qu'on doit avoir par rapport à ces vecteurs. Si on compare le traitement dans les médias et sur les réseaux sociaux, je vais en parler, ils sont liés évidemment, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est prescripteur de ce qui va se dire dans les médias traditionnels. Et ça, c'est très important parce que c'est une vraie inversion aussi du travail des journalistes. Les jeunes journalistes aujourd'hui, mais du coup aussi les anciens journalistes, parce qu'ils sont obligés de se mettre à cette nouvelle mode,
C'est une nouvelle forme de travail journalistique qui n'est plus d'aller chercher le fait, qui n'est plus d'aller essayer de se renseigner sur l'état du monde et d'avoir donc aussi une forme de diversité des points de vue et une diversité, par exemple, du traitement des différents conflits qui peuvent exister dans le monde. Ils vont énormément suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui va être en TT, par exemple, en trend tendance, en top tendance, sur les réseaux sociaux, en particulier X, etc., va devenir prescripteur de la ligne éditoriale ou du choix éditorial des médias mainstream, c'est-à-dire des grands médias traditionnels, télévision, radio, etc. Et ça, c'est très important parce que c'est un vrai changement qui s'est opéré au cours des 10 dernières années. Moi, je suis pas dans les médias depuis très longtemps, mais quand je présentais les territoires période de la République dans les médias, quand on nous invitait, c'était dans les années 2000, c'était notre activité et les recensions qui existaient dans la presse du livre qui faisaient que j'étais invitée dans tel ou tel média. Et ensuite, évidemment, quand j'étais venue dans une émission, bah après, il y a le fait de « Ah, on l'a vu chez un tel, alors on va l'inviter parce que, entre guillemets, c'est la bonne cliente ou c'est le bon client ». Maintenant, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que votre livre va avoir des recensions dans la presse ou que votre livre a un intérêt particulier, c'est plutôt parce que vous allez être sur les réseaux sociaux et que, à la limite, par exemple, votre livre, vous allez réussir à le vendre en faisant énormément de supports de type podcast, etc. Et c'est là seulement que vous devenez vraiment intéressant pour les médias traditionnels. Donc ça, c'est très important dans la couverture notamment des événements et notamment des événements qu'on a pu vivre depuis 2 ans. Preuve en est, si on regarde le traitement de la pseudo-famine et du pseudo-génocide de Gaza, vous avez vu que nous avons été abreuvés aussi bien évidemment sur les réseaux sociaux que dans les médias mainstream d'images à satiété, qui étaient toujours d'ailleurs un petit peu les mêmes images, d'images trafiquées également, et sur lesquelles on ne s'est posé aucune question, quand dans le même temps, à peu près dans les mêmes délais, puisque la guerre au Soudan suite au putsch a commencé en avril 2023, donc on n'est pas très loin d'être dans les mêmes étiages de période. La seule famine qui a été avérée selon l'ONU par notamment le Programme alimentaire mondial, c'est la famine au Soudan. On a 13 millions de déplacés, 30 millions de personnes en grave précarité et notamment 25 millions d'hommes et de femmes qui sont en situation de famine, notamment au Darfour et au Kordofan, avec 5 millions de femmes et d'enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë. Et début 2025, on évaluait à 80 000 morts le nombre, c'est une estimation, hein, de personnes qui étaient mortes dans les combats, certains morts dans des combats, d'autres des suites des maladies, et pour certains, morts dans des conditions de commission de crimes absolument monstrueux, notamment des crimes sur les enfants et sur les femmes, avec des viols, etc., y compris des viols sur les enfants. Les humanitaires qui sont sur place au Soudan ont écrit des textes disant qu'ils étaient en train d'assister à la pire crise humanitaire contemporaine, avec la seule famine avérée. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux et dans les médias mainstream? Rien. Aucun traitement. Alors peut-être un vague reportage sur France 24, peut-être, et encore, c'est même pas sûr, et un vague reportage au fond de la grille de France Inter. Mais sinon, rien dans les médias mainstream. On s'est focalisé pendant 2 ans exclusivement sur ce qui se déroulait à Gaza. Bon, on l'a tous dit, tout le monde l'a déjà entendu, no Jews, no news, ça on le sait, mais ce qu'il faut voir là, c'est qu'on a aussi évidemment le prisme de l'Occident qui se jette à toutes les occasions pour accabler Israël, ce qui lui permet de se laver quelque peu de sa culpabilité authentiquement, elle, pour le coup, génocidaire envers les Juifs. On est dans un contexte spécifique à l'Occident qui est le culte de l'individu. Jadis, Georges l'a déjà expliqué d'ailleurs, mais je reprends à la fois son idée et je la partage. J'y avais aussi, on était un certain nombre à le penser. On a accusé pendant longtemps, quand la religion avait du sens, on accusait les Juifs d'avoir tué le Messie, d'être des déicides. Mais aujourd'hui que c'est l'individu, c'est l'homme au sens des droits de l'homme
qui est érigée en religion profane, eh bien, il faut être accusé de tuer l'humanité à soi tout seul. Et donc, en fait, c'est pas tellement étonnant aujourd'hui que l'accusation qui est proférée envers Israël, c'est l'accusation de tuer l'humanité. Parce que l'humanité est incarnée à travers, non pas le peuple palestinien qui a le droit légitime à une souveraineté, mais dans le Palestinien comme étant une sorte d'incarnation éthérée qui n'a ni passé, ni futur, ni présent, qui est une sorte en soi de quasi-messie, et c'est ce qu'on appelle effectivement cette idéologie qu'on appelle le palestinisme, et qui d'ailleurs n'est pas du tout favorable à la réalité de la souveraineté politique des Palestiniens, puisque derrière cette idéologie purement occidentale, le sort réel des Palestiniens n'a aucun intérêt pour eux, évidemment. Donc, ce traitement médiatique biaisé des journalistes, on l'avait déjà connu, et je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui s'en rappellent. On avait connu cette désinformation avec ses effets sociaux délétères en France, avec une montée de l'antisémitisme très significative. C'est l'affaire Mohamed Al-Doura. Vous vous rappelez qu'en 2000, cette affaire, donc cet enfant qui avait été filmé par un caméraman qui filmait notamment pour des chaînes françaises, mais pas que, Tala Bouramé ne filmait pas que pour France 2, mais il avait ensuite donné sa vidéo à Charles Anderlin. Et Charles Anderlin l'avait fait diffuser sur le journal de France 2, et ensuite France 2, sans même se chercher à vérifier l'authenticité de cette photo, ou en tout cas ou de ces images, et d'en comprendre le contexte, avait décidé, de façon très exceptionnelle d'un point de vue de déontologie journalistique, de la diffuser et de la donner gratuitement à toutes les autres chaînes et à toutes les autres chaînes internationales. Et c'est ce qui a fait la vague internationale de réprobation avec la mort de l'enfant, Al-Doura. Et on sait à quel point tout ça a conduit à des affaires judiciaires qui n'en ont plus fini et qui ont duré pratiquement une quinzaine d'années. Donc on a connu ce moment. Imaginez l'affaire Al-Doura aujourd'hui. L'affaire Al-Doura aujourd'hui avec les réseaux sociaux serait démultipliée. Moi d'ailleurs, pendant les 2 années de guerre, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, on ait des épisodes comme ça, d'un enfant qu'on allait nous monter un petit peu en icône, comme ça. Ils ont essayé au moment de la famine, mais le problème, c'est que ça s'est vu à chaque fois que c'était des photos, non pas bidons, puisque c'était des enfants qui étaient vraiment malades, sauf que, en fait, c'était leur maladie qui expliquait l'état de grave malnutrition dans laquelle ils se trouvaient, puisqu'effectivement, il manquait de médicaments et il manquait de nourriture, mais c'était leur maladie, leur pathologie antérieure à la guerre qui expliquait leur état à ce moment-là, et non pas une famine telle que les Soudanais la connaissent. Donc, ils ont essayé, à un moment donné, de créer cette icône de l'enfant martyr des Juifs. Bon, ça n'a pas fonctionné. Néanmoins, on le sait, sur les réseaux sociaux, ça a très bien fonctionné et ça s'est démultiplié. La manipulation de l'information par les réseaux sociaux, elle est très importante parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont des outils absolument incontournables de communication et d'expression et d'information, puisque, comme je vous le dis, les médias mainstream sont complètement dépendants de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On regarde ce qui se passe sur X, on regarde qui parle sur Tinder, Tinder, vous me direz, c'est pas très loin, TikTok et Tinder, à mon avis, ça se rapproche, sur Instagram. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont aucune compétence universitaire, mais qui, parce qu'ils ont fait 3-4 saillies originales sur Instagram, vont devenir tout d'un coup, vont avoir leur ronde serviette dans tel ou tel média, bien qu'il n'ait pas grand-chose à dire. Donc, cette démocratisation de la parole, elle a ses bons côtés, elle a permis notamment elle permet la mobilisation. On voit quand même que les réseaux sociaux, dans la mobilisation pour le soutien à la libération des otages et à ne pas oublier les otages, a beaucoup joué, mais aussi, évidemment, ça s'accompagne d'un risque majeur pour la manipulation de l'information. Cette manipulation de l'information, elle est d'une certaine façon intentionnelle. On va avoir effectivement des forces politiques, des forces idéologiques qui vont intentionnellement modifier, manipuler l'information. Mais vous pouvez aussi avoir une manipulation involontaire qui va être en réalité l'effet des mécanismes des plateformes, notamment donc les mécanismes de manipulation que sont les algorithmes et la recherche de visibilité, les bulles de filtre et les campagnes de manipulation organisées.
Concernant les algorithmes, il faut savoir une chose, et des études de sociologie, mais pas que, l'ont montré, des plateformes telles que X, sur une plateforme telle que X, les fake news se propagent 6 fois plus vite qu'une information avérée. Pourquoi? Parce qu'elles mobilisent essentiellement l'émotion, la polarisation et le sensationnalisme. Donc, comme on vit dans une époque d'images, dans laquelle on a une vraie problématique d'éducation à l'esprit critique, j'y reviendrai, je terminerai là-dessus. En tant qu'enseignante, je suis bien placée pour le dire, la situation est absolument catastrophique. Eh bien, les algorithmes vont privilégier ces contenus qui suscitent le plus d'engagement. L'engagement, c'est-à-dire les likes, les partages et les commentaires. C'est pour ça d'ailleurs, et je vous y invite, lorsque vous voyez des publications qui sont des fake news ou qui diffusent des mauvaises informations, des fausses informations, il ne faut pas commenter. Plus vous commentez, plus vous allez donner de la visibilité à ces messages. Donc en réalité, même si ce que vient de dire Rima Hassan ou Thomas Porte ou Thomas Guénolé qui s'est fait tirer par les cheveux par un méchant soldat israélien, c'est pas la peine d'écrire pauvre abruti, etc. Parce que même quand vous lui écrivez pauvre abruti, bah, vous lui donnez de la visibilité. Donc l'indifférence sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de lutter justement contre les mécanismes de manipulation. Vous avez évidemment aussi les bulles de filtre, donc qui vont renforcer les biais de confirmation. Et puis, vous avez les campagnes de manipulation qui, elles, sont organisées, notamment les fermatrolls. Comme vous le savez, les bots, les fermatrolls, où les Russes, les Iraniens et les Turcs jouent un rôle prépondérant. Et ils ont énormément été actifs, et les Algériens aussi, ils ont été très actifs pendant les 2 ans de cette guerre. Donc, il y a une perte de confiance dans les médias institutionnels notamment. Il y a une polarisation de la société, on le voit. Le résultat, il est là, des divisions idéologiques, une polarisation du débat public qui installe des camps assez binaires. Donc, on n'est plus du tout dans le débat critique, le débat public critique d'une démocratie. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter? Et je terminerai par ça. Le meilleur moyen de lutter en général, c'est l'éducation aux médias et à l'esprit critique. Alors l'éducation aux médias, ça fait partie des tartes à la crème de l'éducation nationale. Hein, on vous colle de l'éducation aux médias tous les 4 matins, mais enfin, c'est toujours de l'éducation aux médias où on ne va pas trop soulever les mauvais lièvres. En réalité, l'éducation à l'esprit critique, ça ne passe pas par l'éducation aux médias, ça passe par la littérature, ça passe par la compréhension de la langue française, ça passe par la philosophie, ça passe par l'histoire. C'est-à-dire se forger une vraie culture historique, une vraie culture littéraire, une vraie culture philosophique. Or, l'objectif de l'éducation nationale depuis plus de 20 ans, c'est de détruire la culture. C'est de surtout faire en sorte que le citoyen soit le moins possible éduqué, instruit en termes de littérature, de penser par soi-même. Au contraire, il faut en faire un bon consommateur, une bonne machine à obéir. Et donc, finalement, aujourd'hui, le nouveau citoyen, le jeune que vous voyez dans les universités qui ont éructé pendant 2 ans, ils sont le résultat de ce que l'éducation nationale a voulu depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire construire une génération sans esprit critique, où l'enseignement de la littérature, de la philosophie et de l'histoire sont des disciplines de bachotage pour uniquement avoir le bac, mais certainement pas pour penser par soi-même. Et finalement, les seuls enfants qui peuvent un peu penser par eux-mêmes, c'est soit les enfants de profs, parce que les profs, sachant la situation, vont compenser, soit des enfants de milieux sociaux favorisés, puisque les parents vont eux-mêmes compenser par leur propre substrat culturel. Et on voit donc d'ailleurs que cette pensée de gauche n'a fait rien d'autre que reproduire encore plus les inégalités culturelles qu'elle prétendait vouloir combattre. Donc, aujourd'hui, la situation est gravissime, car du point de vue où je me place, qui est l'éducation nationale, je suis prof de collège, je suis même pas prof en lycée, donc je peux vous dire que je vois les générations qui viennent, je peux vous dire que la situation est absolument catastrophique. C'est-à-dire que l'éducation à l'esprit critique et la capacité de prendre de la distance avec l'information, la manipulation des réseaux sociaux, la fausse information, et on n'est pas encore arrivé à l'époque de l'IA générative, où on va avoir des vidéos hyper réalistes que ni vous ni moi ne pourrons identifier, c'est-à-dire que les photos avec la femme palestinienne qui tient un bébé avec 3 bras, ça c'est de la rigolade. Demain, on va avoir des choses bien plus sophistiquées. Vous aurez une population qui gobera tout ça, qui sera purement consumériste, qui obéira, qui sera elle-même tellement saturée d'informations. Le cerveau de l'humain, on est homo sapiens, notre cerveau n'a pas évolué depuis, on est toujours homo sapiens. On n'est pas capable d'absorber toutes ces informations
de les traiter avec l'intelligence normale qui est la nôtre, celle d'Homo sapiens. Et donc, ce flux d'informations, il a cet objectif de nous saturer émotionnellement, de nous saturer intellectuellement. Donc, la seule chose à faire déjà, c'est de couper les réseaux sociaux. Moi, j'en ai pas de réseaux sociaux, par exemple. C'est-à-dire qu'à part Facebook, c'est-à-dire le réseau social de papy et mamie, je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas ce qui se dit sur TikTok, sur X, etc. Je m'en porte pas vraiment plus mal. Et peut-être, quand on ne peut pas faire autrement que d'être collé aux réseaux sociaux, savoir prendre cette distance qui est de regarder cet objet comme un objet qui est potentiellement un objet ennemi de l'esprit critique. Et ça, il va falloir le transmettre à nos jeunes. Et vous, en tant que parents et grands-parents, bah, votre rôle, c'est peut-être ça, c'est les obliger à éteindre les portables et à éteindre les réseaux sociaux. Voilà. Nous allons donner la parole tout de suite à René Frégosi, que vous connaissez. René Frégosi est philosophe, je cite les titres de ses livres, donc nous avons l'honneur de l'avoir comme membre d'honneur de Climat. Je donne le titre de ses livres, 50 nuances de dictature, tentation et emprise autoritaire en France et ailleurs. Pourquoi j'ai quitté le PS, c'est pourquoi je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée, et puis celui que je trouve très important par rapport à notre problématique aujourd'hui, c'est le Sud global à la dérive. Il faut dire que René est spécialiste et universitaire et spécialiste de l'Amérique du Sud, et donc peut nous renseigner sur toutes ces idéologies qui arrivent de partout, notamment en vallée d'économie. Oui, bonsoir. Ce que vient de nous dire Barbara est vraiment essentiel parce que c'est comme ça que se diffusent justement ces idéologies du Sud global dont je vais vous parler. Après l'horreur du 7 octobre, en fait, on a été aussi abasourdi par les réactions dès le lendemain. Des réactions qui ont consisté dans un déferlement anti-Israël et anti-juif. Et pas seulement de la part des pays musulmans et des islamistes. En fait, on s'est rendu compte que le monde entier tenait les mêmes propos et mettait en œuvre les mêmes actes anti-juifs. Et notamment, d'ailleurs, l'Occident, comme l'a dit très justement Barbara avant moi. Le Sud global, en effet, n'a pas de situation géographique, c'est pas un concept topographique, hein, c'est pas géographique. C'est un ensemble, en fait, d'acteurs extrêmement divers et répartis partout dans le monde, pas seulement dans le Sud géographique. En fait, ce sont des acteurs qui portent le même type d'idéologie. Une idéologie qui est faite de ce qu'on appelle l'occidentalisme, c'est-à-dire une haine de l'Occident compris comme étant porteur de tous les maux et responsable de tous les maux. Cet occidentalisme, c'est en fait une vision de l'Occident en symétrie inversée de ce qu'on appelait l'orientalisme. L'orientalisme était une vision fantasmée, fantasmatique de l'Occident sur l'Orient, qui attribuait à l'Orient toutes les qualités, et l'occidentalisme est une vision fantasmée, fantasmatique de l'Occident, alors pas seulement vue de l'Orient, mais vue de tous ces acteurs du Sud global, comme étant porteurs de tous les défauts et de tout ce qu'il y a de négatif. Par ailleurs, donc, l'idéologie du Sud global fonctionne aussi, on en a déjà parlé évidemment, sur la judéophobie. Alors, une judéophobie d'un nouveau type, une judéophobie qui considère aujourd'hui que les Juifs sont détenteurs d'un État
qui considère en fait qu'Israël est la pointe avancée de cet Occident honni, au cœur même d'ailleurs du Moyen-Orient, et que les Juifs sont des super blancs. Parce que dans l'occidentalisme, il y a la haine de l'Occident fonctionne avec cet antiracisme dévoyé en racisme anti-blanc. Donc, on a occidentalisme, judéophobie, également décolonialisme, idéologie du décolonial, c'est-à-dire qui considère que la colonisation mise en œuvre par l'Occident, il n'y a que l'Occident qui est colonial, les autres puissances coloniales n'existent pas dans cette vision imaginaire. Donc, le colonialisme occidental est censé perdurer bien après, encore aujourd'hui, donc bien après les indépendances des États ex-colonisés, et cette domination donc continue et doit être combattue sans relâche. Et ce colonialisme, il est évidemment accolé à Israël et aux Juifs. Cette judéophobie anticoloniale date déjà des années 20, en fait. Elle est articulée, bien sûr, à l'antisionisme. Antisionisme au sens propre, c'est-à-dire lorsque le sionisme a commencé vraiment à se développer et lorsque, surtout, à partir de 1917, il a été question de la création d'un foyer national juif en Palestine, qui deviendra la Palestine mandataire, donc en 22. Déjà, à ce moment-là, donc les idéologues de l'antisionisme, donc en premier lieu Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, puis très rapidement après Hassan al-Banna, le fondateur donc de la confrérie des frères musulmans, vont développer ce thème de la colonisation juive en Palestine. Donc ce thème de la lutte contre les colons, contre la colonisation juive, qu'on va évidemment retrouver dans le pro-palestinisme. Enfin, bon, on dit palestinisme, moi je dis plutôt pro-palestinisme parce que en ajoutant isme, j'insiste sur la dimension idéologique de ces prétendus défenseurs du dit peuple palestinien. Peuple palestinien qui, on le sait, en fait, a commencé à apparaître en 1964 avec la création du KGB, de l'OLP par le KGB. Mais bon, toujours est-il que aujourd'hui, donc, le palestinisme ou le pro-palestinisme fonctionne à partir de cette matrice anticoloniale de la judéophobie nouvelle version. Et on retrouve donc ces quatre éléments: occidentalisme, judéophobie, décolonialisme, palestinisme ou pro-palestinisme, dans ce qui constitue l'idéologie du Sud global. Mais comme le disait fort justement tout à l'heure Barbara, je crois que nos interventions se complètent très bien parce que, effectivement, cette idéologie du Sud global, qui est d'une certaine façon l'héritière, le surgeon de l'idéologie tiers-mondiste des années 60-70, c'est une production occidentale. Elle est produite par des intellectuels occidentaux et des intellectuels que je pourrais qualifier de métis culturels, des intellectuels occidentalisés, comme un des fondateurs du pro-palestinisme, Édouard Saïd, né dans les années 30, en 1933 à Jérusalem, donc en Palestine mandataire,
et qui va faire toutes ses études en Palestine dans les écoles les plus chics occidentalisées, et qui va ensuite aller aux États-Unis et va produire cette conception anti-occidentale et judéophobe donc toute sa pensée qui va irriguer toute la gauche occidentale aux États-Unis et en Europe. C'est vraiment un auteur de référence, Édouard Saïd, en Occident. De la même façon, d'ailleurs, les islamistes, Saïd Qutb, qui est, lui, est plus ancien, il est né, je crois, en 1906 au Caire, lui aussi, qui va être le successeur d'Hassan al-Banna, enfin, et qui va théoriser, lui, plus spécifiquement, justement, le frérisme, c'est-à-dire l'adaptation de l'offensive islamiste en Occident. Puisque l'islamisme consiste dans une réislamisation des musulmans et l'islamisation des non-musulmans. Donc lui était vraiment centré là-dessus. De la même façon, il a fait toute sa scolarité dans les écoles occidentales, puis ensuite il va aux États-Unis, et c'est en revenant des États-Unis qu'il va vraiment formaliser sa doctrine. Cette idéologie du Sud global, on l'a vu se déchaîner donc, après le 7 octobre, mais évidemment, elle n'est pas née à ce moment-là, mais c'est depuis 2-3 ans qu'on en entend vraiment parler. Mais cette idéologie du Sud global, donc, qui est produite en grande partie par l'Occident, est utilisée par des tas de grandes puissances dans le monde. En premier lieu, la Chine, de façon très sournoise, la Russie, de façon affirmée, puisque Poutine parle depuis longtemps d'Occident global, et donc en face, il y a le Sud global, mais également par la Turquie et par l'Iran, et également par des puissances plus petites. Cette idéologie va être utilisée à différentes fins par différents acteurs, à la fois des États, des ONG, des intellectuels, des partis politiques. On a vraiment toute une nébuleuse qui constitue ce Sud global, c'est-à-dire tous les coalisés qui utilisent à des fins différentes et qui souvent sont contradictoires entre eux. On a parmi ce Sud global les intellectuels wokistes qui, on le sait très bien, sont en contradiction flagrante avec des thèmes essentiels de l'islamisme, la haine des femmes, des homosexuels, etc. Mais il n'empêche que chacun va utiliser cette idéologie anti-occidentale, judéophobe, décoloniale et pro-palestiniste à des fins différentes, mais dans son propre intérêt. Alors, juste pour terminer, je voudrais dire que le Sud global, je répète, ce n'est pas un concept topographique. C'est un concept idéologique. Ça correspond à une idéologie. Parce que, justement, dans les pays du Sud, tous les États ne sont pas contre Israël et contre l'Occident, ni en Afrique, où on a notamment le Ghana ou le Kenya qui sont des alliés d'Israël, ni en Amérique latine, où on a notamment l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, qui sont également des soutiens indéfectibles d'Israël. Donc Diane, qui est une artiste engagée, qui toute sa vie a peint, sculpté, essentiellement sur l'esclavage et la traite transsaharienne, et qui est maintenant, je dois dire, on a pu voir de ces tableaux à l'exposition au Centre Pompidou Paris Noir, et on a maintenant le plaisir que ces
que la collection du Centre Pompidou a maintenant acquis les œuvres de Diane. Voilà, et donc, Diane est aussi militante pour les droits de l'homme depuis très longtemps, et elle va nous parler du Soudan. Oui, bonsoir, oui. Je suis très contente des deux interventions précédentes parce qu'effectivement, elles ont introduit de façon complète. En fait, ce dont je veux parler, c'est effectivement cet immense mensonge auquel on assiste depuis des années avec Israël, mais aussi effectivement avec la guerre du Soudan. La guerre du Soudan, en fait, est très ancienne, elle date de 1956, mais on a affaire à un État islamiste, enfin une dictature islamiste, qui n'est absolument pas intéressé par la paix et qui a perpétré et de l'esclavage qui continue d'ailleurs toujours et un génocide qui a fini par être reconnu. Donc nous sommes constitués Comité Soudan en 1993 parce que nous avions identifié qu'un génocide était en place et nous avons fait en sorte de tenter de le révéler. Et des progrès importants ont été faits puisque finalement des accords de paix ont commencé à être mis en place entre John Garang qui menait la rébellion dans le sud et au moment où ces accords de paix, ce qui était un immense espoir, étaient en train de se mettre en place, la dictature islamiste de Khartoum a commencé la guerre dans le Darfour. Donc on a vraiment affaire à un monde qui n'est absolument pas intéressé par la paix. Et tant que l'Occident n'aura pas compris que ces pays, enfin je parle des pays arabes musulmans dans leur grande majorité, ne sont pas intéressés par la paix, elle sera effectivement extrêmement compliquée. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple édifiant de ce refus de la paix. J'avais écrit à l'époque un article qui s'appelle « Les promesses non tenues ». Et donc, c'était au moment où, en fait, John Garang a été tué après les accords de paix. Donc, que nous apprennent les événements du Soudan depuis 1956, parce qu'en fait, c'est une guerre très ancienne. Elisabeth Lefebvre a parlé effectivement de la situation catastrophique qu'il y a en ce moment au Soudan, mais elle est la conséquence d'une guerre qui dure depuis 1956. Le pouvoir central de Khartoum n'a jamais voulu la paix dans son pays. Chaque fois qu'une paix est possible, elle est détruite immédiatement. C'est pour ça que je fais le rapport avec les événements, évidemment, d'Israël que nous connaissons. John Garang, chef de l'armée de libération du Soudan, 30 ans après avoir lutté contre la dictature de Khartoum et 6 mois après la signature du protocole de paix de janvier 2005, alors qu'il est élu vice-président du Soudan, est tué 3 semaines après son investiture. C'est exactement comme si Nelson Mandela avait été assassiné 3 semaines après son élection sans avoir pu préparer sa succession. John Garang avait promis de mettre fin à la guerre du Darfour, du Soudan. Sa stature internationale lui aurait probablement permis de le faire. Il n'en a pas eu le temps. Et depuis, Khartoum savait ce qu'il faisait en tuant John Garang. Il tuait définitivement le processus de paix. Et depuis, la guerre n'a cessé d'être relancée dans le sud, au Darfour, sans jamais aboutir à un processus définitif. Mais il y a des raisons extrêmement précises et des raisons qui ont été évoquées par les deux précédentes intervenantes. Parce qu'effectivement, la vision occidentale et la vision aussi de l'Afrique noire est très coupable aussi dans cette histoire. Les visions angéliques et de la vision occidentale et l'indifférence des pays africains, le négationnisme des pays arabes, qui sont déjà nourris par un déni de la traite transsaharienne et l'esclavage qu'ils pratiquent toujours, l'indifférence de l'intérêt général et le fait de ne pas se sentir responsable de ses ressortissants conduisent effectivement à ce mensonge, cet immense mensonge qui a été évoqué avant. Un autre élément est que nombre d'entre eux
enfin je parle des Noirs africains, se vivent comme musulmans avant d'être noirs, co-africains, et estiment par cela appartenir au monde arabe. À la race supérieure, vous avez raison. C'est ainsi que ce sentiment fut utilisé par le journal Le Monde, entre autres, représentant ce conflit comme une guerre de religion. Je parle de la guerre du Soudan. Ce conflit a été présenté par Khartoum comme une guerre des musulmans contre les chrétiens et les animistes. Cette usurpation de la réalité était une stratégie de communication qui masquait la vraie finalité qui était l'extermination des populations noires africaines. Effectivement, le racisme, il est toujours considéré essentiellement occidental et non pas venant du monde arabe. Pour moi, c'est l'exemple d'une idéologie meurtrière qui rend la paix impossible. La paix est impossible au Soudan. Elisabeth Lefebvre a décrit la tragédie telle qu'elle se continue. Et j'espère sincèrement que la paix sera possible malgré ça en Israël. C'est terminé. Est-ce que c'est plus clair? Je pense. Les djihadistes de Boko Haram écument le Nigeria depuis 2009, mais vous n'avez entendu parler d'eux qu'en 2014, parce qu'ils ont réussi à attirer l'attention des médias en enlevant 276 collégiennes pour les vendre. On n'en parle presque plus après 11 ans, alors qu'une centaine de familles sont encore dans le deuil parce que leurs filles n'ont pas été retrouvées. Quelques mois plus tard, Daesh s'est proclamé califat et s'est mis lui aussi à vendre les femmes qui n'étaient pas de sa religion. Cela lui faisait beaucoup d'argent. Au début, il vendait une adolescente chrétienne ou yazidi pour $1000 chacune. Et Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique et pour un temps, Boko Haram a été l'État islamique au Nigeria. Le but du califat est de conquérir du territoire pour pouvoir s'enrichir en pillant et en levant des taxes et devenir plus fort en recrutant. Il tue donc tout le monde, mais surtout des non-musulmans qui refusent de se convertir. Dans ces conditions, les chrétiens ont un comportement parfois magnifique. On a vu au Liban des Irakiens qui avaient refusé d'abjurer et qui ont déferlé au Liban après avoir été dépouillés de tout. Ils ont préféré perdre leurs biens, leurs maisons, leurs affaires, mais ne pas abjurer. Et on a vu la même chose au Nigeria. Les bandes de brigands Fulani qui massacrent aujourd'hui et brûlent tout au Nigeria s'attaquent à tout le monde, même dans leur propre tribu. Mais ce sont surtout des chrétiens qui meurent, notamment parce que le pouvoir ne fait rien pour les protéger. Durant les élections de 2023, dans les mosquées nigériennes, les oulémas ont appelé à faire le djihad en élisant que des musulmans pour avoir un ticket, entre guillemets, musulman, où le président et le vice-président du pays seraient musulmans sunnites. C'est en effet arrivé avec beaucoup de triches et d'achats de poids. Quand quelqu'un est pauvre, il pense à sa famille avant de refuser l'argent qu'on lui propose pour son vote. Le gouvernement nigérian contribue à la disparition des chrétiens du Nigeria en obligeant les réfugiés à retourner chez eux sans que les conditions de sécurité soient assurées. D'où les massacres. Et ces réfugiés sont 12 millions. Les médias en parlent très rarement. Il y a 2 semaines, le comédien américain Bill Maher a dit « Si vous ne savez pas ce qui se passe au Nigeria, vos sources médiatiques sont nulles. Vous êtes dans une bulle. Je ne suis pas chrétien, mais ils sont en train de tuer systématiquement les chrétiens au Nigeria. Ils ont tué plus de 100 000 personnes depuis 2009. Ils ont incendié 18 000 églises. C'est tellement plus un génocide que ce qui se passe à Gaza. Ils tentent littéralement d'anéantir la population chrétienne d'un pays entier. Où sont les jeunes qui protestent? C'est vrai. Aucun grand média ne fait de battage sur les génocides au Nigeria, comme ils font, par exemple, au sujet des bombardements de Gaza. Résultat, on voit partout des jeunes manifester pour Gaza, même en Israël. Mais on n'en voit pas pour les victimes des islamistes au Nigeria, et surtout pas pour les chrétiens. Pourtant, parler de la tragédie des Nigérians chrétiens, qui est un génocide, pourrait obliger les gouvernements occidentaux à faire pression sur le gouvernement nigérian. Car selon certaines ONG, il y a eu, depuis 2009,
plus de chrétiens tués pour leur foi au Nigeria que dans tous les autres pays du monde réunis. En moyenne, 35 chrétiens par jour. Et à terme, cela pourrait totalement faire disparaître les chrétiens du Nigeria par voie de massacre, d'émigration ou d'apostasie. Exactement comme ont disparu les chrétiens et les juifs du Moyen-Orient. Le silence du monde est scandaleux. La semaine de janvier 2015, où Daesh et Al-Qaïda ont tué 17 personnes, Daesh a tué 2000 Nigérians civils. Pourtant, aucun des chefs d'État venus manifester à Paris n'en a parlé, parce que les médias n'en ont presque pas parlé en Occident. Alors, le caricaturiste indien Sheyas Nabare a dessiné une foule d'âmes massées dans le ciel au-dessus de Paris, des âmes nigériennes, et regardant la manifestation. Et un petit enfant disait à sa mère, « Maman, pourquoi le monde ne se solidarise-t-il pas avec nous aussi ?» La question a été sûrement posée dans des foyers nigérians cette semaine-là. Et maintenant, en Nigerie, a posé la question aux chrétiens, ils vous disent on est victime d'un génocide et c'est en train de continuer, ça va continuer si rien n'est fait pour arrêter cela. Le monde est-il inégal, comme titrait la caricature de Navarre? Pourtant, il ne faut pas voir les Nigérians avec un regard misérabiliste. Si leur calvaire s'arrêtait, ils souriraient et ne chercheraient pas à culpabiliser le monde entier et à faire du terrorisme comme font d'autres peuples, que je ne vais pas nommer. Ils ont des messes joyeuses et une super musique. J'ai assisté à une messe nigérienne catholique par hasard à Chypre. La messe était en anglais, avec des chants en latin ou en anglais et parfois dans une langue africaine. Ils n'avaient pas d'église, ils louaient simplement une petite salle de cinéma quelques heures par semaine. Et dans toute cette pauvreté, quelle beauté, quel brio, quel savoir-faire musical. Les femmes étaient endimanchées, l'orchestre superbe, les voix magnifiques, le rythme vous donnait envie de danser et une joie incroyable. J'ai vu des vidéos montrant le même genre de messe en plein air, dans des églises détruites au Nigeria, avec la même joie. Et ils vont verser de leurs petites oboles en chantant et en dansant. Et que d'amour, c'est l'amour qui les rend joyeux. Quand il y a des étrangers, ils leur chantent un chant de bienvenue qui dit « We love you, nous vous aimons ». Je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté, qu'on ne peut pas retenir ces larmes en voyant ces gens persécutés pour leur foi, qui tous ont eu des proches ou des amis morts assassinés, et qui trouvent encore moyen de vous dire qu'ils vous aiment, à vous qui ne connaissent pas. On se met à pleurer comme un enfant. Merci Lina. C'est plus qu'un témoignage. Mais nous, sur DiviWatch, on essaye de passer l'information, de dire cette information. Nous avons notamment Raymond Ibrahim qui publie chaque mois les massacres que les islamistes commettent contre les chrétiens dans le monde. Et je vous assure que c'est terrible. Et chaque mois, souvent vers la fête de Pâques, vers Noël, c'est là qu'ils se regroupent et commettent des massacres. Je vous incite, on n'est pas un grand média, DiviWatch, mais on essaie de reproduire ces informations à notre mesure et on traduit des articles notamment de Raymond Ibrahim. Voilà. Je remercie Lina donc, pour ce témoignage et je répète ma question. Est-ce que vous voulez discuter, poser des questions ou chacun de vous deux fait son intervention? Comment vous voulez faire? Michel, Michel et vous pouvez intervenir tous les deux. Oui, moi je vais me présenter si tu en es d'accord, Alexandre. Voilà, moi je suis Mourad Amela, je suis un acteur de la société civile. Ouais, je suis Mourad Amela, je suis un acteur de la société civile et je suis un militant pour l'indépendance de la Kabylie. Donc je vais vous parler de la Kabylie, mais avant de vous parler de la Kabylie, faire une petite présentation. Ce qui est important, c'est d'essayer de regarder ce monde arabo-islamique d'une manière différente. D'ailleurs, ça concerne, je vais rebondir sur ce que disait René Frégosi, sur le Sud global.
ce monde arabo-islamique aujourd'hui, c'est le premier État colonisateur. Et il est en expansion et il ne laisse aucune de ces communautés un peu distinctes exister. Il cherche leur effacement absolu. Et ça serait intéressant quand même pour les décoloniaux qui nous parlent de ce qui s'est passé il y a 2 siècles, etc. Ils ont peut-être raison sur certains points, il n'y a pas de souci. Mais on pourrait faire tellement de choses pour les gens qui sont colonisés par la plus grosse colonisation aujourd'hui, le plus gros État colonial, qui est l'État arabo-islamique. La plus grosse du monde, à cause de l'histoire. Peut-être la plus grosse de l'histoire. Et donc voilà, donc dans cet État arabo-islamique qui s'étend de manière assez sournoise et qui arrive ici en France et en Europe et partout. Voilà, dans cet État existe cette Kabylie. Qu'est-ce que c'est que la Kabylie? La Kabylie, c'est juste une petite bandelette sur les bords sud de la Méditerranée, environ 300 km de côte, et une centaine à 150 km de profondeur dans l'Afrique. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu. Et c'est quoi cette Kabylie? C'est qui ces gens-là, les Kabyles? De quoi parle-t-on? Les mélanges avec les Berbères, voilà. Alors les Kabyles, c'est un des peuples berbères, c'est juste. C'est un peuple qui a toujours existé, c'est un pays qui a toujours existé, c'est une nation qui n'a jamais été colonisée que par la France et aujourd'hui par le monde arabo-islamique. Donc c'est un véritable peuple qui a une langue, qui a une histoire distincte, qui a une géographie très précise, contrairement justement aux Palestiniens que la France vient de reconnaître, dont les Palestiniens ne sont, voilà, ils n'ont pas de langue particulière, d'histoire particulière, même leur cuisine est la même que celle des Syriens ou des Libanais. Enfin, j'ai pas de... Et des Israéliens aussi. Et des Israéliens aussi. Donc, alors que le droit international s'applique véritablement au peuple, nous sommes un vrai peuple, c'est indiscutable. Nous sommes des Kabyles, nous avons un sentiment d'appartenance qui est très fort, une culture. Et d'ailleurs... Vous avez une langue, vous avez un alphabet. On a une langue, on a un alphabet, etc. Et on a des coutumes très particulières. On a un très vieux peuple africain et méditerranéen. On a le village kabyle a une agora qui est très ancienne avec des pratiques démocratiques très spéciales. Et le matriarcat aussi. Et on a un peu de matriarcat. L'islam est arrivé très tard en Kabylie. Et pour revenir sur les religions, en Kabylie, ce qui passe avant tout, c'est notre système de valeurs kabyle, avant la religion. Avant toutes les religions, nous avons plusieurs religions. Et ce système de valeurs, l'un de nos sermons les plus ultimes, c'est au nom de toutes les croyances. Jma l'iman. C'est au nom de toutes les croyances qui ne peut pas être remis en cause, et on respecte donc toutes les communautés religieuses. Donc nous avons bien sûr des musulmans, mais c'est un islam qui a été broyé et repassé par nos valeurs. Donc c'est un islam soufi, maraboutique soufi, donc c'est un islam spirituel. Nous avons aussi beaucoup de chrétiens, des catholiques et des protestants. Nous avons encore quelques individus juifs, mais on ne peut pas parler vraiment de communauté parce que c'est très dur quand même pour eux. On essaye de résister donc cette Algérie dans laquelle on est piégé pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Cette Algérie applique ce rouleau compresseur de l'arabo-islamisme. Au début, ils voulaient nous arabiser. En fait, nous, on n'a rien contre la langue arabe, c'est une très belle langue, mais en fait, ils veulent islamiser toute la Kabylie. Donc, ils ont fermé les églises, il y a 47 églises qui sont fermées, les quelques juifs qui restaient se cachent, hein, il faut dire la vérité, les animistes aussi se cachent, et il est strictement interdit, même pour ce qu'on appelle les églises de maison, c'est-à-dire que les gens se réunissent pour la communauté chrétienne est la plus grosse,
se réunissent chez eux pour célébrer des fêtes ou prier tout simplement, ça également c'est interdit. Donc il y a une chasse aux chrétiens qui est très forte. Et donc cette Kabylie s'est définie par sa résistance à l'islam, à l'islamisme et l'islam. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une feuille de papier à cigarette entre l'islam et l'islamisme, malheureusement. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça et de vous dire qu'il y a quand même un espoir parce que on est enfermé dans cette Algérie et cette Algérie aujourd'hui se définit par un national-islamisme. C'est quoi ce national-islamisme? C'est le lien entre les militaires et les islamistes radicaux. Et donc il y a une répression atroce sur les Kabyles, mais c'est ce qui s'appelle l'opération Zéro Kabyle, mais je vais pas la décrire, c'est pas fondamental. Ce qui est important, je pense, pour vous, c'est de savoir que cette Algérie aussi est le vecteur de la diffusion de l'islamisme, de l'antisémitisme ici en France. Là, on le sait un peu. L'une des intervenantes en a parlé tout à l'heure quand elle a parlé sur les réseaux sociaux, les fermes de trolls. Effectivement, l'Algérie est très forte dans les fermes de trolls. Ils sont très forts aussi sur Wikipédia pour transformer des sites de la communauté juive ou des sites kabyles, etc. Ils transforment en permanence les définitions et ils donnent toujours un biais effectivement antisémite très fort. Donc ça aussi c'est très important de le savoir. Et nous, donc il existe en France une résistance kabyle, cette Kabylie qui a résisté longtemps à cet islamisme, mais c'est très difficile de se faire entendre par les autorités françaises. C'est assez triste, mais c'est le cas. Donc, moi, j'appartiens donc à un gouvernement kabyle en exil. Et ce gouvernement kabyle en exil, il communique avec un certain nombre de gens. Nous, notre président a été en Israël en 2012. Voilà, on a un certain nombre de rapports avec le Maroc, Israël et quelques autres peuples comme le Québec ou l'Écosse. Mais on a beaucoup de mal avec les autorités françaises qui plutôt devraient trouver en nous un allié. Voilà, préfèrent reconnaître la Palestine. Voilà, c'est un peu dramatique, mais voilà, si vous voulez, on peut discuter par la suite si vous avez des questions, échanger et tout ça. Voilà. J'ai écrit sur votre pôle dans un livre, parce que j'ai interviewé complètement. Ah bah super. Votre présentation me donne une idée. On pourrait proposer à notre président de la République d'aller en Algérie pour proposer une solution à 2 États et de revenir avec des otages. Ça doit être radical. J'ai ramené mon drapeau, comme ça vous le verrez. Vous le reverrez au moins une fois. Voilà, je vais vous le montrer. On le connaît, le drapeau des Kabyles. Voilà. Voilà. Donc c'est ce drapeau qui est strictement interdit. Il y a des gens qui l'ont montré. Et donc en Kabylie, on montre ce drapeau. Il y a des photos de ce drapeau avec le drapeau d'Israël qui date des années 2012-2015 en Kabylie. Donc la personne qui a hissé le drapeau d'Israël a été condamnée à mort. Bon, elle a réussi à fuir. Voilà. Et ce drapeau est strictement interdit. Voilà. Je vais donner maintenant la parole à Michel Fayad, qui est géopolitologue. Alors, vous l'avez peut-être vu sur les plateaux de télévision récemment. Il est spécialiste en géopolitique des hydrocarbures, c'est-à-dire que vous travaillez en fait dans le domaine des ressources pétrolières et des ressources minières, les métaux stratégiques, les terres rares, donc vraiment des métiers d'avenir. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'Iran. Et Lina me disait que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'Iran.
Donc, et je signale que vous êtes libanais également et que vous avez fait vos études, je crois, au Liban sur l'histoire récente du Liban. Non, j'ai fait mes études en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais pas au Liban. Au Liban, j'étais tout petit. Donc, ce que je voulais dire sur l'Iran, c'est que lors de la guerre des 12 jours, c'est-à-dire en juin dernier, du 13 au 25 juin, il y a eu 1100 morts à peu près en Iran, dont la plupart sont des hauts responsables des gardiens de la révolution islamique du pays. Ce sont ceux qui tiennent vraiment la République islamique aujourd'hui en Iran, parce qu'ils contrôlent non seulement les ports et les aéroports, mais ils sont plus armés et plus puissants que l'armée iranienne elle-même, parce que l'armée iranienne, elle était vue par la République islamique comme une armée pro-Shah, et donc ils ont créé cette armée parallèle qui est le corps des gardiens de la révolution islamique, pour être donc la vraie armée du régime. Et cette armée du régime donc est l'armée la plus puissante, c'est elle qui détient les armes les plus puissantes de l'Iran. Et c'est elle qui a également créé ce qu'on appelle les proxys dans les médias, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, les Hachis Sha'bi en Irak et d'autres structures également. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de la guerre en Iran, eh bien, les Russes ont livré de nouvelles armes à la République islamique, des MiG-29 et des Su-35. On parle quand même de 48 appareils. Et les Chinois, surtout, ont fourni des systèmes anti-aériens qu'on appelle HQ-9B, qui sont extrêmement puissants pour justement se protéger de toute frappe israélienne si jamais ces frappes venaient à recommencer. Les gardiens de la révolution islamique d'Iran affirment avoir protégé les stocks d'uranium enrichi à 60%. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant aujourd'hui, c'est que cette semaine, il y a eu 2 médias iraniens, donc Kayan et Jamhouri Islami, c'est-à-dire République islamique, qui ont admis l'échec stratégique de la République islamique d'Iran. Donc c'est quand même assez intéressant à soulever. Et cet échec stratégique, c'est celui de l'échec de l'arc chiite, c'est-à-dire ce qu'eux appellent l'axe de résistance. Et cet échec a commencé, d'après ces journaux, depuis le 7 octobre. Donc c'est quand même assez intéressant qu'aujourd'hui, donc, 2 médias officiels en Iran reconnaissent l'échec de la stratégie de la République islamique qui a commencé, selon eux, le 7 octobre. Donald Trump, il y a quelques jours, lors de la conférence qu'il a donnée en Égypte, a proposé à l'Iran de rejoindre les accords d'Abraham. Mais évidemment, la République islamique d'Iran refuse. Vous imaginez bien. Il y a 3 pays européens, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont voté au niveau des Nations Unies ce que les États-Unis voulaient, c'est-à-dire remettre les sanctions en place contre la République islamique d'Iran dans le cadre du programme nucléaire, puisque justement les Iraniens n'ont pas respecté leurs engagements dans le cadre de l'accord qui avait été signé en 2015, puisque justement ils ont enrichi à des taux interdits cet uranium. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre mars 2024 et mars 2025, il y a eu 1050 exécutions en Iran d'opposants politiques. Et rien que depuis la fin de la guerre en juin jusqu'à septembre 2025, il y a eu 250 Iraniens qui ont été exécutés par le régime, dont 50 officiellement pour des liens avec, soi-disant, le sionisme international. Vous comprenez ce que ça veut dire. Depuis 2 ans, jusqu'à aujourd'hui, il y a 30 000 femmes iraniennes qui ont été arrêtées pour non-port du hijab. Et beaucoup, on ne connaît même pas leur sort. 30 000 depuis 2 ans. Rien que depuis juin, la monnaie, la devise nationale iranienne, le rial, a perdu 40% de sa valeur. Et le gouvernement, lui, pour essayer de faire arrondir les choses, a décidé de supprimer 4 chiffres dans la monnaie iranienne. Donc 10 000 rials, anciens rials, valent maintenant un nouveau rial. L'inflation a quand même augmenté de 50%.
Et les revenus pétroliers ont diminué de 30%, puisque Donald Trump a mis vraiment beaucoup de pression sur les acheteurs étant essentiellement, comme d'habitude, les Chinois, mais aussi d'autres comme l'Inde, la Turquie, la Corée du Sud et quelques petits autres pays. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'aujourd'hui en Iran, il y a une pénurie d'eau. Et la pénurie d'eau est tellement importante que la République islamique envisage sérieusement de déplacer la capitale. Que la capitale ne soit plus Téhéran, mais qu'une ville près du golfe Persique. Donc ça vous montre quand même que tout n'est pas rose comme on le prétend. Et il y a quelques semaines, c'est-à-dire le 23 septembre, Raphaël Grossi, qui est le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré que l'Iran était capable de se doter de la bombe nucléaire en quelques semaines seulement. Ce qui signifie que la guerre qui a eu lieu en juin est déjà peut-être dépassée et qu'il va peut-être être nécessaire pour les Américains et les Israéliens de reprendre la guerre qui a été mise en pause en réalité en juin dernier. Parce que moi je considère qu'il y a eu c'était plus une pause qu'un arrêt définitif pour plusieurs raisons. La première, donc, c'est à l'époque, on ne savait pas qu'était devenu justement cet uranium enrichi, que les gardiens de la révolution islamique prétendent l'avoir bien caché. Et l'AIEA, donc cette agence internationale de l'énergie atomique, dit depuis donc la fin de la guerre avoir découvert un site qu'elle ne connaissait pas. Donc il y a pas mal de choses qui risquent de pousser peut-être les Israéliens et les Américains à intervenir à nouveau. Voilà. Bien, ce que je vous propose maintenant, nous attendions un cinquième participant à cette table ronde qui n'est pas arrivé. C'était un représentant mauritanien du Front de libération africain de Mauritanie. Mais bon, voilà, j'ai eu des messages et puis il n'arrivera sans doute pas. Alors je propose, si vous avez quelques questions, on peut passer un quart d'heure. Si vous avez des questions à formuler aux 4 personnes qui sont là, ou éventuellement à Barbara, je ne sais pas si Barbara est encore là, Barbara et René Frégosi, non plus. Bon, les 4 personnes de cette table ronde, si vous avez des questions brèves, on va consacrer un quart d'heure là-dessus. Très brève, voilà. Donc 15 secondes à la question. Bonsoir, merci à tous pour vos interventions très émouvantes et très étayées. Je voulais juste demander à notre kabyle combien on estime la population kabyle. Oui, environ. Alors, la population kabyle, elle est. La Kabylie est petite. Il doit y avoir 5-6 millions de Kabyles à l'intérieur de la population du territoire véritablement kabyle. Il doit y avoir une population équivalente en diaspora, donc essentiellement dans les grandes villes algériennes, à Alger, à Oran, en France et au Canada, au Québec essentiellement. Voilà. Je voulais dire encore un petit mot sur ce colonialisme arabo-islamique. C'est très important de savoir comment il fonctionne. Effectivement, il y a des constantes. La constante numéro 1, c'est que tout ce qui a été conquis par le sabre, il ne lâche rien. Donc, cette Kabylie qui essaie de résister, nous, on essaye de s'extraire de ce. On n'y arrive pas. Bon, Israël, on voit comment ça se passe, c'est en permanence, même sur un territoire qui est microscopique. Les agressions, elles viennent de partout, par des gens qui sont pauvres, etc. Mais ils ont quand même Israël dans leur viseur. Donc il y a cette volonté de ne pas abandonner. Même l'Espagne, il y a aussi une vague d'attaques de retour sur cette Espagne qu'on essaye de nous vendre comme étant l'Andalousie paradisiaque, etc., alors qu'il y avait des dhimmis en Andalousie aussi. Et
La Narbonne faisait partie de l'Andalousie. Donc, quand ils vous disent qu'ils veulent reconquérir l'Andalousie, Narbonne, pour eux, fait partie de l'Andalousie, le sud de la France. Oui, et en plus de ça, donc moi je voulais parler surtout un peu des constantes. Donc il y a cette volonté de rien lâcher sur les territoires conquis par le sabre. L'autre constante, c'est plus que la haine de la France pour beaucoup des anciennes colonies européennes, mais c'est vraiment la haine d'Israël et la haine des Juifs. Ça, c'est une constante absolue. Par exemple, en Algérie, il n'y a pratiquement plus de Juifs. Les Algériens ne voient pas de Juifs dans leur vie quotidienne. Et pourtant, c'est une obsession effrayante sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand même très étrange. Et ça, on le retrouve aussi dans les banlieues. On le retrouve en France, donc dans les populations binationales. Et juste pour vous dire un peu ce qui nous lie, dans certains quartiers défavorisés, il y a aussi des Kabyles qui, eux, sont plutôt philosémites, qui ont des positions, pour la plupart, je dirais, favorables à Israël. Mais quand Macron a reconnu la Palestine, ils étaient dans le camp des perdants. Parce qu'autour d'eux, tout le monde disait Gaza, Gaza. Et eux, ils se disent, même la France, c'est-à-dire que ma position n'est même pas soutenue par l'État. Donc voilà, je vous disais, c'était un peu juste une convergence de sentiments. Voilà. Je peux dire un peu la question pourquoi il y a un tel rejet des Juifs. En fait, Juifs et chrétiens, mais plus des Juifs que des chrétiens. Il y a plus un rejet des Juifs que des chrétiens dans l'islam. Je ne dis pas les musulmans, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Dans l'islam, parce que quand Mahomet a immigré à Médine, qui s'appelait Yathrib, et qui était une ville juive, construite par les Juifs, et où étaient venus s'installer par la suite des populations païennes. Quand il est venu donc s'installer là, il a voulu prendre la ville aux Juifs. C'était eux les sédentaires, les autres c'était les tribus de brigands qui, quand ils se sont joints à Mahomet, l'ont rendu fort. Il a combattu les tribus juives en les divisant. C'était la technique du saucisson. Donc, il y avait d'abord la tribu de Koreïza, de Kainuka, et il les a condamnés à être tous les hommes tués, et toutes les femmes et les enfants vendus. Alors, un notable parmi les Médinois, non, parce qu'il s'est appelé Médine, Mahomet l'a appelé Médine, c'est-à-dire ma ville, et un donc de ces hommes, un chef de tribu le plus fort en fait, il a dit, Mahomet, il a mis sa main dans la poche de Mahomet, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais Mahomet s'est mis à crier, il lui a dit lâche-moi, lâche-moi, il lui a dit ne te lâche pas, tant que tu ne les lâches pas. Il y a 300 ans, je n'accepterai pas que tu les tues. Et donc Mahomet a lâché, il a accepté que les Kainukas soient simplement déportés et que les femmes et les enfants aussi soient déportés avec eux. Quand est venu le tour de la... Donc ça, c'était la tribu la plus faible, et c'était la tribu des forgerons, qui avait des armes, qui portaient des armes. Puis venait la tribu des éleveurs, les nadirs, qui avaient des palmiers, qui avaient de très belles palmeraies. Et à l'époque, à Médine, on fabriquait du vin avec les dattes. Et comme les nadirs s'accrochaient à leurs terres, ils les assiégeaient, comme ils ne se rendaient pas, Mahomet a ordonné de commencer à couper les palmiers. Ces hommes ont commencé à les couper, les Médinois se sont fâchés, parce qu'après avoir vaincu des ennemis, entre guillemets, Mahomet distribuait leurs biens entre ces hommes. Et les Médinois donc pensaient qu'il allait leur donner
les palmiers des nadirs, les superbes palmeraies des nadirs. Il allait les diviser, que chacun allait avoir un palmier, deux palmiers. Et du coup, ils se sont trouvés sans rien. Alors, Mahomet, en fait, avait vaincu les nadirs en coupant leurs palmiers, parce qu'ils se sont enfuis. Ils n'ont pas voulu qu'ils coupent davantage et ils se sont rendus. Alors, il les a autorisés à partir avec seulement chaque famille, seulement le chargement d'un chameau. Et ils sont partis, et portant avec eux même, vous savez, les frontons de leur maison où il y avait les sculptures religieuses. Il arrête. Je pense que c'est une question qui est bonne question. Je voudrais poser une question à monsieur. Vous avez dit qu'il y a environ 4 à 5 millions de Kabyles en Kabylie, à peu près le même nombre dans le reste de l'Algérie, et dans la diaspora algérienne française, quelle est la proportion même ma première question, quelle est la proportion de Kabyles? Et deuxièmement, vous avez dit que ces jeunes Kabyles étaient très marqués, très frappés par le fait que le président de la République ait reconnu la nation palestinienne. J'ai quand même entendu dire que beaucoup de jeunes Kabyles faisaient partie des islamistes, des jeunes islamistes de notre pays. Donc je voudrais que vous développiez là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Kabyles, il y a une partie des Kabyles qui sont ici, qui ont grandi ici, qui sont nés ici, et qui ont été islamisés ici. Donc, disons, il y a toute une portion des Kabyles qui sont effectivement, qui ont été pris dans ce rouleau compresseur de l'islamisation ici, en diaspora, en banlieue, en France. Mais il y a une bonne partie qui est plutôt contre, qui est silencieuse, qui fait attention. Pourquoi? Parce que l'Algérie veille, l'Algérie surveille, l'Algérie est partout. Dans les consulats, il y a 20 consulats algériens qui surveillent tous les binationaux, qui surveillent tout le monde, et les gens ont intérêt, Kabyles ou pas d'ailleurs, ont intérêt à rapporter obéir au discours dominant algérien, c'est-à-dire l'antité-sioniste, voilà, ils ne disent même pas Israël, etc., etc. Donc si vous avez une petite olivrée en Kabylie et que vous ne voulez pas avoir de problème, vous avez intérêt à rentrer dans les rangs parce qu'ils vous arrêtent à l'aéroport. Nous, on le voit bien dans notre mouvement, on sait que tous les Kabyles sont indépendantistes, ils veulent en tout cas sortir de cette Algérie qui est un véritable cauchemar pour tout le monde, hein, mais voilà. Mais ici, ils font très attention parce qu'ils sont fichés, surveillés, et dès qu'ils vont chez eux, voir soit leur famille, soit s'occuper de leur petite olivrée, ils peuvent être arrêtés. C'est le cas de beaucoup de Kabyles, même des gens qui ne sont pas militants, des vieilles dames qui ont pris des photos avec certains artistes qui se sont dit indépendantistes, qui ont pris des photos des fois avec ce drapeau. Elles se font arrêter à l'aéroport, elles restent en prison. Elles ne sont pas... il n'y a pas de procès, elles restent en prison à attendre. Et voilà, donc on a énormément de prisonniers politiques. D'ailleurs, on a des nouvelles de Boualem Sansal au travers de nos prisonniers politiques. Voilà. Qui discutent beaucoup avec eux. Je connais assez vite. J'ai une question pour Michel Fayad et Nina. Le pape par rapport aux chrétiens, les massacres de chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il réagit? Le pape face aux massacres de chrétiens. D'abord, il vient d'arriver. Ensuite, chacun est tributaire de son information. On était en train de parler des médias au sujet du Nigeria, mais c'est pareil au sujet de la Palestine et d'Israël, parce que quand vous entendez le mot génocide et que vous voyez des spécialistes, ou entre guillemets des spécialistes,
qui était super quand il parlait d'autres sujets, qui vous dit génocide, et vous dit il y a l'intention, en vous citant Ben-Gvir et je ne sais plus qui. Bon, oui, eux, ils ont l'intention, mais est-ce que ça a été réalisé? Ça n'a pas été réalisé. Et il n'y a pas eu d'ordre donné à l'armée concernant il n'y a pas eu d'ordre donné à l'armée. Et Ben-Gvir n'ont jamais appelé à génocide. Là, c'est complètement faux ce que vous racontez. Il y a des phrases quand même. Oui, il y a des phrases qui sont un peu limites, je suis d'accord. Pas plus que limites. Vous aurez, tout à l'heure, il y aura un pot et vous aurez l'occasion d'avoir des discussions. Elles sont plus que limites, mais elles ne représentent pas le peuple et elles ne représentent même pas le gouvernement puisqu'il n'a pas donné d'ordre dans ce sens. D'accord. On m'a demandé de... L'armée n'a pas reçu d'ordre d'exterminer. On m'a demandé de vous poser... Et plus que ça. Les vivres passent par Israël, donc quand on vous dit génocide et les affreintes, comment ça? Puisque les vivres passent par Israël. Ils ne viennent pas par la mer, comme je disais. Yes. Alors, une question qu'on m'a donnée pour Michel Fayad, qui est quelle est la répression actuellement en Iran, tout à fait récemment? C'est ça ta question? Alors. Très forte répression en Iran, on va parler des chiffres. Mais quid de la révolution? Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas cette révolution de l'extérieur à coordonner les forces à l'intérieur qui veulent lutter contre le pouvoir? Vous savez, le problème, c'est que les gardiens de la révolution contrôlent les 2/3 de l'économie du pays. Ils contrôlent l'armée la plus forte. Et en réalité, il n'y a pas une famille iranienne qui n'a pas un lien direct ou indirect avec les gardiens de la révolution. C'est-à-dire que soit au sein de ces familles, vous trouvez quelqu'un qui est soit un militaire des gardiens de la Révolution lui-même, soit un employé des gardiens de la Révolution islamique d'Iran, puisqu'il contrôle les 2/3 de l'économie, soit quelqu'un qui travaille avec l'une des entreprises des gardiens de la Révolution islamique d'Iran. Donc tout le monde dépend en réalité, d'une manière ou d'une autre, des gardiens de la Révolution islamique d'Iran. Et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le peuple iranien s'est soulevé contre le régime, et l'Occident n'a pas suivi, l'Occident n'est pas venu les aider. Et donc, même quand Israël, en juin, a frappé spécifiquement la capitale du Kurdistan iranien et la capitale de l'Azerbaïdjan iranien, en espérant que au moins les minorités, parce que quand on dit l'Iran, on pense qu'ils sont tous perses, c'est faux. Les Perses sont un tout petit peu plus de 50% de la population iranienne, mais vous avez quasiment 30 à même plus de 30% qui sont azéris, et vous avez au moins 10% qui sont kurdes. Et donc, Israël... Oui, bien sûr, il y a les Arabes, il y a les Baloutches, il y en a d'autres, mais je veux dire, les Israéliens ont frappé spécifiquement la capitale de l'Azerbaïdjan iranien et spécifiquement la capitale du Kurdistan iranien. Quand je dis ils ont frappé, c'est-à-dire les gardiens de la révolution islamique là-bas, pour essayer de pousser les populations azéries et kurdes à se soulever. Mais ce n'est pas arrivé parce que ces gens ont peur. Ils se sont soulevés à plusieurs reprises depuis 1979 et à chaque fois ils ont été lâchés. À chaque fois ils n'ont pas été soutenus. Donc il y a cette peur qui existe chez eux et qui fait que, eh bien, ils ne se soulèvent plus. Et il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, vous avez un pays qui est sous sanctions économiques depuis des années. Les principaux dignitaires du régime se gavent d'argent, sont extrêmement riches. Mais la population, elle, vit sous le seuil de pauvreté pour l'écrasante majorité d'entre eux. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous allez à Téhéran, les mosquées sont vides. Il y a une seule mosquée qui est remplie, c'est celle où il y a le guide suprême qui va faire son prêche. Mais toutes les autres mosquées à Téhéran sont vides. Téhéran, c'est pas l'ensemble de l'Iran. Si vous allez dans certaines provinces en Iran, vous verrez forcément des mosquées remplies. Mais quand même, ça nous donne une indication sur le fait que en majorité aujourd'hui, le peuple iranien est vraiment fatigué de la République islamique, fatigué de l'islamisme, de l'islam. Et il y a un grand nombre de jeunes qui veulent vivre librement. Il y a par contre une chose où on est en train un peu peut-être de louper le coche en France, c'est que justement, comme on ne soutient pas suffisamment cette opposition, eh bien les Iraniens ne rêvent que d'Amérique. Je parle du peuple. Dernière question. J'ai une question pour vous, Michel, aussi. On voit on nous dit que le Hamas et le Hezbollah ont été minimisés avec les frappes israéliennes.
mais on voit qu'ils reprennent quand même un peu du galon, notamment le Hezbollah au Liban. Est-ce que l'Iran a encore les moyens de financer et le Hamas et le Hezbollah? Et son influence, qu'en est-il? Oui, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Iran finance effectivement le Hamas et le Hezbollah, mais il n'est pas le seul. Parce que le Hamas est également financé par le Qatar, et le Hezbollah, lui, a également constitué son propre financement en Amérique latine et en Afrique, puisqu'en Afrique, il y a une diaspora chiite libanaise assez importante, et une partie d'entre elles est liée au Hezbollah. Et donc, il y a également, le Hezbollah a tissé des liens avec la mafia en Amérique latine, ce qui fait qu'une partie de l'argent de la drogue, de la prostitution en Amérique latine sert à financer le Hezbollah, et la République islamique d'Iran en général d'ailleurs. Et donc le Hamas, lui, reçoit également de l'argent du Qatar. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis le 7 octobre, où Israël a mis énormément de pression sur le Hamas dans la bande de Gaza, eh bien le Qatar a continué à financer lui aussi le Hamas, et notamment par de nouveaux biais, par exemple les bitcoins. Et il y a eu ce qu'on appelle les sarrafs, les changeurs dans la bande de Gaza, qui se sont également adaptés, qui maintenant, vous leur donnez des bitcoins, ils vous donnent du cash. D'où ils amènent le cash, ça. Mais en tout cas, ils sont assez malins, ils arrivent à bien se débrouiller. Donc, l'Iran a quand même encore des ressources pétrolières et continue donc à financer et le Hamas et le Hezbollah. Mais il y a aussi donc le fait qu'il y a le Qatar pour le Hamas qu'il faut pas oublier, et pour le Hezbollah, il y a son propre financement qui est donc Amérique latine essentiellement avec la drogue et la prostitution, la mafia, et également donc en Afrique, c'est une partie de la communauté chiite libanaise qui, de par son business, continue de financer le Hezbollah. Oui, il y a Lina a raison, il y a la drogue Captagon qui continue d'être vendue dans le monde entier et qui est tenue par le Hezbollah. Bien, bah, écoutez, ces nouvelles réjouissantes. Non, mais c'est terrible parce que ça continue indéfiniment, quoi. La guerre continue par tous d'autres moyens. Je vous propose qu'on passe à la conclusion avec Richard, et après vous pourrez discuter autour du pot directement et poser toutes les questions que vous avez. Je sais qu'il y en a plusieurs. Donc Richard Pasquier, je rappelle, donc si vous voulez. Richard Pasquier, président honoraire du CRIF, qui nous a rejoint dans 10 000 watts, et je dois dire que nous sommes très heureux de pouvoir publier de temps en temps ces chroniques hebdomadaires. Et je signale aussi que nous avons aujourd'hui un article de Lina Mur, Néné et de Michel Fayad, un article commun sur la Palestine comme État, la Jordanie comme État palestinien, que nous avons mis en ligne aujourd'hui, un article qui était paru il y a 15 jours dans Valeurs Actuelles. Voilà. Donc maintenant, Richard va conclure cette soirée avec tout ce qu'il a entendu. Merci. Bien, merci Alexandre. Je tire de cette soirée la conclusion que le conflit entre Israël et Gaza, qui nous a tous profondément marqués depuis 2 ans aujourd'hui, et pour lequel nous espérons tous qu'il est sur la bonne direction, il y a encore beaucoup d'obstacles, que ce conflit n'est qu'un élément dans un conflit, dans une guerre qui est beaucoup plus large. Et nous avons entendu parler de massacres aujourd'hui dont nous ne lisons guère les traces dans les journaux, que ça soit en Afrique, au Nigeria, que ça soit au Soudan. Nous avons vaguement entendu dire que la situation est terrible, mais pratiquement dont personne parmi nous ne serait capable de dire quelques mots de plus, puisque ça n'intéresse guère les journalistes. En ce qui concerne, bien entendu, l'Iran, la situation est différente.
mais nous avons eu un éclairage extrêmement enrichissant. Je pense à ce que vous dites sur aujourd'hui, en plus, le financement du Hamas par le Qatar avec les moyens techniques, les bitcoins et autres sur lesquels je ne comprends rien. Et tout cela nous montre que nous sommes dans une situation géopolitique qui dépasse de beaucoup la simple frontière entre Israël et Gaza. Le Qatar, je le rappelle, c'est cet État qui tire sa richesse d'un gisement de gaz dont il partage l'extraction avec l'Iran. Et bien que le Qatar soit le prototype du pays sunnite protecteur des frères musulmans et que l'Iran soit un pays chiite, toute l'histoire du XXe siècle montre qu'il y a une affinité extrêmement profonde entre les frères musulmans et la forme de chiisme particulière qui a été celle de l'imam Khomeini, qui a été lui-même un admirateur, si je ne m'abuse, de Hassan el-Banna depuis que celui-ci a commencé d'écrire ces textes qui ont été à l'origine des frères musulmans. Alors, je voudrais replacer cela dans une optique un petit peu plus historique. Il se trouve que il y a 48 heures est décédé un de mes amis que beaucoup d'entre vous ont connu, je pense. Il s'agit d'un avocat exceptionnel, maître Michel Zaoui, qui a été avocat au procès Barbie, qui a été avocat au procès Touvier, qui a été avocat au procès Papon, qui a été frappé par un accident vasculaire cérébral survenu en cours de plaidoirie, il y a une vingtaine d'années. Et je voulais saluer sa mémoire en rappelant un épisode où il était, au cours du procès Barbie, la parole était à la défense. Le défenseur, pour ceux qui ont un certain âge comme moi, se rappelle qu'il s'agissait de Maître Vergès, le célèbre Maître Vergès, qui était un homme d'extrême gauche, de la gauche extrême, financé par un banquier de l'extrême droite nazie, genevois, et qui avait, au cours de sa plaidoirie, indiqué que finalement les crimes de Barbie, il fallait les relativiser en considérant les crimes qui avaient été commis dans d'autres endroits, par exemple à Sabra et à Shatila. Nous sommes en 1987. Et Michel Zaoui, qui a fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude dans un procès, il s'est levé, il a protesté, il a dit que ça, il ne pouvait pas l'entendre, cette relativisation de la Shoah. Et nous y sommes aujourd'hui, parfaitement. Nous y sommes sous l'influence d'une propagande dont Barbara Lefebvre nous a donné les modes d'emploi qui sont magnifiquement utilisés par les islamistes, probablement financés par le Qatar qui va devenir, avec la Turquie, l'un des garants du futur de la bande de Gaza telle qu'elle est envisagée dans le plan Trump, ce qui me laisse quand même quelques inquiétudes. Et pour terminer, parce que je ne voudrais pas être très long, je voulais simplement rappeler une chose qui est liée au nom même d'Imi Watch. Lorsque j'ai fait connaissance d'Alexandre et qui m'a proposé d'entrer dans Dimi Watch,
j'ai essayé de me renseigner sur ce qu'était finalement un dhimmi. Et le terme a été très, très discuté, très galvaudé et très, très critiqué en disant que on mettait de la dhimmitude partout. Alors j'ai essayé un petit peu de me cultiver à ce sujet et de fait, il faut bien comprendre que la dhimmitude, le terme même de dhimmi, c'est un terme que l'on retrouve dans le Coran, dans une sourate du Coran, qui est la 9e sourate, la sourate Al-Tawbah, qui est la sourate de la repentance. C'est exactement le même mot que Teshuvah pour ceux qui sont hébraïsants dans cette salle. Et c'est cette sourate qui indique que les peuples du livre, autrement dit les chrétiens et les juifs, doivent, pour obtenir la protection des seigneurs musulmans, fournir une taxe, la jazia, et s'humilier en même temps qu'ils fournissent cette taxe. Cette humiliation est nécessaire. Cette sourate, qui est une sourate extrêmement violente, fait partie des dernières sourates du Coran, c'est-à-dire les sourates de Médine. Ces sourates dont on a dit, dont la plupart des exégètes, l'immense majorité des exégètes, ont dit que ces sourates abolissaient, et ça c'est écrit aussi dans le Coran, que ce qui est dit à un moment peut être amélioré dans une sourate future, que ces sourates abolissaient les premières sourates qui étaient celles de la Mecque, qui étaient des sourates plus universalistes. C'est pour cela que quand vous avez des versions du Coran qui vous sont présentées, lorsque vous parlez de la dhimmitude, on vient vous présenter immédiatement une sourate de la Mecque qui est une sourate beaucoup plus universaliste. Le problème, c'est qu'avec le Nasr, qui a été une organisation exégétique qui a été admise par la grande majorité de l'islam, ce qui vient après, abolissant ce qui a été dit avant, ce sont les dernières sourates, et cette sourate numéro 9, chacun sait c'est une sourate récente, que c'est une des sourates les plus récentes, donc elle abolit les précédentes, que finalement c'est cette sourate qui est en œuvre, et c'est cette sourate qui est à l'origine, je pense, qui est le soubassement aujourd'hui du ressentiment, de l'articulation de ce ressentiment des musulmans devant la sensation de l'abaissement de l'islam au cours du XIXe siècle, ce ressentiment qui se traduit par l'émergence de mouvements comme les frères musulmans, qui sont des mouvements qui visent à récupérer le dar à l'islam sous la rubrique qu'un territoire qui a été islamique ne peut plus quitter l'islam, et qui fonctionne sur l'absolue supériorité de l'islam, la vraie religion, par rapport aux autres religions. Nous sommes là dans un problème culturel très grave, sur lequel je pense, nos dirigeants européens n'ont pas de réponse, donc ils préfèrent le mettre de côté, mais c'est ce qui explique que le conflit entre Israël et le Hamas n'est pas un simple conflit et que l'on peut résoudre par un accord qu'il soit signé par 1, 2 ou 4 pays musulmans, mais que ça va beaucoup plus loin et que ça nécessite des changements culturels. Et nous avons vu aujourd'hui que ces changements culturels sont nécessaires dans bien d'autres régions du monde que celle d'Israël et des territoires palestiniens.